Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Comme vous l'avez compris, dans cet épisode on va parler des Welsh. Et avant de passer aux 5 faits, on va voir qui sont les Welsh. Mais bon, je pense que tout le monde les connaît, donc on va faire une intro assez rapidos pour aller directement aux faits, et vous verrez que vous apprendrez des trucs sympas. Alors, à part être les BG du quartier en concours, ils sont également des petits poneys étonnants. Grossièrement, un Welsh, ça fait entre 1m20 et 1m50 au garrot, ils sont plutôt trapus et sont capables de tout. De la randonnée à l'endurance, en passant par les pony games, le dressage, le CCE, le CSO, bref, c'est vraiment des poneys à tout faire. En plus de ça, ils sont sympas, jolis, assez sanguins tout en étant rustiques et résistants. Leur seul défaut, s'il faut en trouver un, c'est qu'il n'y a pas de piche chez eux, ils sont seulement noirs, baies, alezan, palomino, gris et Isabelle. Au niveau de leur origine, elle est pas très dure à deviner, je pense que vous l'avez tous, et effectivement, ils viennent du Pays de Galles. Welsh, ça signifie vraiment littéralement gallois, et ça vient de Wales, donc le Pays de Galles. Vous noterez quand même le bon point pour moi, parce que l'intro ne fait pas 15 minutes comme d'habitude, et ça, c'est un progrès. Bon, maintenant qu'on a dégrossi leur portrait, on va pouvoir voir qui ils sont vraiment en détail. Et c'est parti pour 5 faits sur les Welsh. Et on commence tout de suite avec le premier fait, un des plus étonnants, ils ont failli disparaître. Et oui, imaginez-vous bien, on a failli ne jamais connaître de Welsh, et tout ça à cause d'un seul et même homme, Henri VIII. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait ce brave homme? Avant de savoir pourquoi on devrait lui en vouloir, on va se demander qui c'est Henri VIII. Et ce brave homme n'est autre que le roi d'Angleterre de 1509 à sa mort en 1547. En gros, pour situer par rapport à la France, il était roi à peu près en même temps que François Ier. Toujours est-il qu'en 1535, notre Gugus il a eu une idée très brillante, celle d'abattre tout simplement toutes les juments de moins d'1m32. Et comme c'était pas vraiment assez, il demanda également de tuer tous les étalons de moins d'1m52. Bon, en fait, c'était vraiment pas un choix arbitraire mais réfléchi, aussi conne la réflexion soit-elle. Il voulait tout simplement les supprimer parce que des chevaux si petits ne pouvaient pas supporter le poids de cavaliers en armure. Et si un cheval ne peut pas servir à porter un cavalier en armure, bah à quoi ça sert franchement? Enfin bref, heureusement des fermiers un petit peu plus scrupuleux que Henri VIII ont relâché leurs chevaux dans les montagnes galloises. Et donc là le sol, les conditions de vie rudes, la météo, bref, tout ça, ça a fait que le Welsh il est devenu ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire une race extrêmement résistante. En gros, ce qui aurait pu les faire disparaître les a rendus incroyablement forts et ça, c'est beau. Si jamais vous vous demandez, heureusement cette loi à la con elle a été retirée par la reine Élisabeth I. Et ainsi on en arrive au deuxième fait, il n'y a pas un, ni deux, ni trois, mais bien 4 types de Welsh. Bon là je vais vous poser une question simple, mais quand je vous dis Welsh, vous pensez à quoi? J'imagine qu'on a tous en tête un petit poney un peu musclé qui emmène des gosses sur des P3 à la vitesse de la lumière. Et bah du coup oui, mais pas que, on va voir ensemble les 4 types de Welsh. Le premier, le poney Welsh Mountain section A. Lui c'est tout simplement le plus petit parce qu'il dépasse pas 121 cm,9 au garrot. Niveau morphologie, il a des épaules inclinées, un garrot plutôt bien dessiné, une petite tête un peu arabisante, avec un chanfrein concave et une encolure plutôt longue. Il a aussi une arrière-main puissante et est généralement assez rond de forme mais reste fin, notamment dans les jambes puisqu'il a des tout petits canons. Ensuite, on a le poney Welsh section B. On va dire que c'est un petit peu le level up du section A puisqu'il est à peine plus grand et ne dépasse pas les 137 cm,2. Donc comme je le disais, physiquement c'est la même chose en plus grand et en un peu plus léger. Troisième type, c'est le poney Welsh Cob section C. Lui, il fait la même taille que celui d'avant, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas non plus 137,2 cm. Du coup, ok, ils font la même taille, mais vous allez me dire, c'est quoi la différence? Et en fait, comme son nom l'indique, il a tout simplement du sang Cob, ce qui le différencie des autres. Bon, la différence n'est pas énorme, ça reste la même race, mais en gros, c'est la même chose, en plus solide avec des fanons plus prononcés. Du coup, j'en profite pour faire une petite pause culture sur le Cob. Et le Cob, si vous ne saviez pas, c'est un type de cheval et non une race. Ce mot, il est d'origine britannique et utilisé depuis moins de 150 ans pour désigner un cheval trapu à mi-chemin entre poney, cheval de selle et cheval de trait. En gros, c'est un peu un fourre-tout, chacun voit ce qu'il arrange. Pour dire à quel point c'est un fourre-tout, on n'a même pas exactement la même définition en France et en Angleterre. Les Anglais, ils voient plus ça comme un cheval fort et trapu, et nous, on voit plus ça comme une question de taille. Il existe donc plusieurs races type Cob, comme le Cob normand, le Cob anglais, l'Irish Cob, le Gypsy Cob, bref, vous voyez le délire. Pour faire très court, c'est un cheval pas trop grand avec des membres plutôt courts, trapus, puissants, davantage bâtis pour la force que pour la vitesse. Il a aussi une forte encolure, une croupe bien ronde et souvent un port de queue assez haut. Bref, le point culture est terminé, on s'éloigne un petit peu donc on revient à nos moutons avec le dernier type de Welsh.
et ce n'est autre que le section D, le Welsh Cob. Lui pose un petit peu problème parce que tous les pays s'accordent pas sur la définition. En France, il doit faire entre 1m37 et 1m48 environ, mais il peut aller jusqu'à 1m55 au Royaume-Uni. Bref, de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la même chose que le poney Welsh Cob section C, en plus grand globalement. Et attention, je précise qu'il est charpenté mais pas lourd et que malgré son appellation Cob, il est considéré comme cheval plutôt léger. Ensuite, on en vient au troisième fait, le plus technique, puisque le Welsh est sujet au nanisme. Bon, ça c'est pas une nouvelle, comme les humains, les chevaux peuvent être nains. Mais c'est particulièrement le cas chez les Shetland, les Frisons et les Welsh. Là, j'espère que vous êtes motivés parce qu'on va faire un peu de génétique. Pas de panique, pour la bonne compréhension de tout le monde et de moi-même, je vais grossir le trait au maximum. Bon, on commence simple. Un cheval comme nous, c'est composé de cellules. Jusque-là, ça va. Notre peau est composée de cellules, nos organes sont composés de cellules, bref, on est un gros tas de cellules. Ces cellules-là, elles ont tout un noyau. Dans ce noyau, on va trouver des chromosomes qui sont eux composés d'ADN. L'ADN, petit rappel, mais en gros, c'est ce qui contient toute l'information génétique des individus. Pour schématiser, l'ADN, c'est comme un long fil entortillé qui forme un chromosome. On en revient aux chromosomes, et nos chromosomes y vont par paire, et grossièrement, un correspond à la mère, le second au père. Sur ce fil entortillé qui forme l'ADN, qui forme le chromosome, on trouve ensuite des suites de gènes. Un gène, c'est un morceau d'ADN porteur d'une information génétique précise. Comme notre fil entortillé, c'est tout simplement une suite de gènes, si on prend un gène, on a une information génétique, ce qui correspond par exemple à la robe du cheval. Donc si on prend cet exemple de robe du cheval, on trouve un gène robe du cheval par chromosome, situé au même endroit sur le fil entortillé. Comme on a deux chromosomes, un gène sur une paire de chromosomes peut donc avoir deux versions, une côté mère et une côté père. Ces versions de gènes, on les appelle les allèles et c'est tout simplement ce qui va donner le côté précis de l'information génétique, par exemple noir. Pour schématiser, on a un gène robe du cheval et une allèle qui sera l'information transmise, donc noire. Si les deux parents donnent des allèles robe noire au poulain, il sera tout simplement noir. On dit alors que le sujet est homozygote sur ce gène. J'imagine que vous avez tous entendu parler de ça sur les annonces de saillie des talons ou de juments, et maintenant vous savez ce que c'est. A l'inverse, si la mère donne du gris et le père du noir, on va avoir un problème, et dans ce cas on parle d'allèle dominant et allèle récessif. Le dominant l'emporte et masque l'autre, donc si le gène de la mère est dominant, le poulain sera gris. On dit alors que le sujet est hétérozygote sur ce gène. Bon, c'était très imagé et très grossier, mais j'espère que j'ai pas trop mal expliqué le concept. Et vous inquiétez pas, là on parle de robe du cheval, mais en fait pour le nanisme c'est exactement le même concept. Mais heureusement, pour qu'un cheval exprime le nanisme, il faut qu'il soit porteur de deux allèles défectueux. S'il en a qu'un, l'allèle sain l'emportera toujours et il sera considéré comme porteur sain et tout ira bien pour lui. Fin de la parenthèse génétique, rassurez-vous, c'est fini, on passe à autre chose. Pour revenir dans la pratique, la naissance d'un poulain nain est souvent compliquée et peut mettre la vie de la jument en danger si une déformation importante du poulain ne permet pas une mise bas normale. Les chevaux nains, eux, pour leur vie, ils ont deux choix. Dans le meilleur des cas, ils auront une conformation désavantageuse avec des défauts non handicapants, mais au pire, ils peuvent aussi avoir des déformations invalidantes des membres et du dos, leur rendant une vie sans souffrance impossible. Dans les cas extrêmes, les organes internes sont également affectés. Aujourd'hui, heureusement, un test de dépistage existe. Les reproducteurs d'élevage sont donc généralement testés pour éviter de faire courir un risque à la jument et au futur poulain. Toujours est-il, pour fermer cette immense parenthèse, les Welsh sont particulièrement sujets au nanisme. Ainsi, on en arrive au quatrième fait, Jules César lui-même les a adorés. Et si je vous parle de Jules César, c'est qu'il date ces poneys. Il date tellement que des poneys type Welsh étaient déjà présents dans les collines du Pays de Galles à l'époque romaine. Bon, ces collines, c'était pas vraiment Punta Cana et il y faisait pas vraiment bon vivre, la nourriture était rare et le climat plutôt capricieux. La sélection naturelle était donc rude et ça a donné naissance à des poneys très endurants et résistants. La race a donc pu évoluer à partir de l'invasion de Jules César en 55 et 54 avant Jésus-Christ en Grande-Bretagne. Selon la légende, il aurait considéré le Welsh comme le plus beau cheval des îles britanniques, rien que ça. Il en aurait ensuite ramené quelques-uns avec lui et aurait constitué un élevage situé au lac Bala. Ensuite, il les aurait croisés avec des chevaux de ses armées et quelques chevaux orientaux de ses escapades africaines. Après ça, le Welsh, il aurait été croisé avec des races comme le pur-sang, le barbe, l'arabe, bref, ça aurait peaufiné son apparence actuelle, et c'est surtout ce qui lui a donné sa tête arabisante. Maintenant, on peut revenir à l'époque actuelle avec le dernier fait, ils sont considérés comme améliorateurs de race. Bon, mais ces Welsh, ils sont tellement parfaits qu'on en fout vraiment partout.
Ils sont par exemple présents dans la génétique du New Forest parce qu'ils sont croisés avec des Welsh, des Highlands et des Pur-sang. Ils participent également à la génétique du poney de sel britannique, lui aussi croisé avec des Welsh et des Pur-sang. Ils sont aussi à l'origine de El Famoso poney français de sel, brillant mélange de plein de trucs comme le Welsh, le Potoc, le Connemara, le New Forest et le Pur-sang arabe. Voilà, c'est sur ce dernier fait plutôt court que je vous quitte, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tous ces faits insolites sur le Welsh et autres parenthèses génétiques, etc. vous auront intéressé autant que moi. Je vous laisse vous abonner si ça vous a plu, liker pour la même raison, vous pouvez également commenter pour ajouter une nuance, d'accord, pas d'accord, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous laisse. Tchuss!